Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui peut paraître un peu difficile au premier abord, puisqu'il s'agit de l'âme du monde, mais en même temps, nous allons essayer de le rendre précisément abordable et de voir quelles sont les retombées dans notre monde d'aujourd'hui et la manière dont il peut se manifester en chacun de nous, d'une certaine manière. Alors, avec nous, nous avons Marie-Laure Colonna, qui est psychanalyste, didacticienne de la tradition jungienne, et David Lucas, qui est diplômé en philosophie et qui a écrit ce livre aux éditions de l'Harmattan, Crise des valeurs éducatives et postmodernité, et qui a beaucoup réfléchi précisément à la transmission d'un certain nombre de données. Et lorsqu'on parle de l'âme du monde, évidemment, c'est la première question qu'on se pose, de se dire, est-ce que nous ne sommes pas devant ce que notre modernité appellerait une pensée totalement magique, et généralement, c'est le genre de réaction que l'on a. Et on peut se demander si l'âme du monde existe. Marie-Laure Colonna. Moi, je vais commencer par repartir très en arrière, c'est-à-dire à Plutarque et ensuite à Apulée, qui ne sont pas précisément des tenants de la pensée magique. Et donc, je relisais hier un petit peu de Plutarque quand même pour me mettre dans le bain. En particulier, son œuvre sur Isis et Osiris, dont je tiens à signaler d'ailleurs au départ qu'elle est dédiée à une femme qui s'appelait Cléa. Cléa, ça veut dire la puissance, je crois, en grec. Et cette Cléa était à la fois la présidente des rites dionysiaques et bachiques de la partie de la Grèce où elle était, et d'autre part, elle avait été consacrée par ses parents, et en particulier son père, au rite et au mystère d'Osiris. Donc elle savait de quoi elle parlait. Et par ailleurs, cette femme était également, je ne sais pas si elle était hétaïre au sens propre, mais en tout cas c'était une femme extrêmement cultivée, à qui donc Plutarque s'adresse en des termes qui n'ont rien à voir avec la pensée magique, fût-ce à 2000 ans de distance, puisqu'il ne cesse de noter pour Cléa que quand on se réfère à la déesse Isis en tant que, disons, synthèse de toutes les déités féminines que tous les peuples à cette époque-là, disons dans la Grande Grèce, peuvent adorer, il s'agit en réalité toujours de la même grande mère, qui est aussi une grande amoureuse, qu'en particulier Isis a la capacité de faire qu'on aborde la divinité avec raison. Et ça m'a beaucoup frappé en relisant Plutarque, de voir à quel point, évidemment à la suite de Platon, puisque c'est un grand platonicien, Plutarque insiste et va insister sans arrêt sur la raison, ce qu'Apulée d'ailleurs également à la suite fera. Mais alors, lorsqu'on parle de l'âme du monde, David Lucas, puisque Marie-Laure Colonna vient de nous citer le nom de Platon, je pense qu'il faut revenir quand même au texte fondateur qui, si je me rappelle bien, est le dialogue du Timée, dans lequel on voit le dieu créateur, si on peut dire le démiurge, créer le monde et créer une instance intermédiaire qui est l'âme du monde avant la création de la matière. Alors, là aussi, on a l'impression que c'est justement un processus très rationnel qui est mis en branle. Si vous pouviez nous le rappeler un petit peu. Oui, je pense que vous avez raison de revenir au fondement et à la pensée grecque, puisque la pensée grecque, pour nous, c'est vraiment celle qui permet de concevoir une âme du monde et permet de concevoir des rapports entre ce que l'on appelle encore aujourd'hui la physique et l'âme, des rapports qui nous permettent de ménager cette possibilité d'une âme et d'une âme du monde, puisque, comme on le voit dans le texte que vous évoquez, le Timée, puis quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, par exemple, l'exprime très bien, entre la psyché, le psychique et le physique, il y a une connaturalité, il y a une sympathie universelle, comme le dit par exemple Épictète, et ça nous permet de concevoir l'existence d'une âme du monde. Alors le Timée, c'est vraiment finalement l'explication, le mode opératoire de l'âme du monde, on pourrait l'expliquer comme ça, et les rapports entre cette âme du monde et son existence que l'on vient de postuler et la rationalité ne vont pas de soi. Je pense qu'il faut les éclaircir, puisque la rationalité telle qu'on l'entend actuellement en tout cas, ou depuis le XVIIe siècle, tend un petit peu à exclure et à contester l'existence d'une âme du monde, ou tend à jeter un doute sur elle, ou à pas la prendre véritablement au sérieux. Donc, pour appuyer ce retour à la Grèce et à la physique grecque, elle implique une ontologie particulière, une ontologie ouverte, qui est rationnelle certes au sens platonicien du terme, mais qui est suffisamment ouverte pour donner la possibilité à l'âme du monde d'exister. Ça, c'est la première chose. Les rapports entre la raison et l'âme du monde sont à clarifier, je pense, on en reparlera certainement. Et qui dit âme du monde aussi dit dimension collective, l'âme du monde, puisque quand on évoque et qu'on convoque ce concept d'âme, on le pense plutôt dans une échelle individuelle, comme vous le savez.
Donc ça implique aussi une réflexion sur l'être, je pense, sur le cosmos, une réflexion qui serait dans la droite ligne du Timée. Comment on peut concevoir que l'âme soit collective? Et ça, je pense que c'est une deuxième question très très importante. Alors c'est justement la question que l'on peut se poser, puisque vous parlez d'âme collective. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire en même temps âme universelle? Alors, collectif, ça se rapporte au particulier, donc ça voudrait dire que tous ceux qui ont une âme, et nous sommes réputés être nombreux dans ce cas, puiseraient dans un fond commun. Et ce fond commun n'est pas forcément universel. Pour être collectif, il n'est pas forcément universel. L'universalité dépasse même le général. L'universalité, ça voudrait dire qu'elle est en tout et qu'elle est tout. Alors qu'il y a peut-être une partie, en tout cas, ou une façon de concevoir l'âme du monde qui la prive de cette universalité tout en la rendant collective. C'est-à-dire, on pourrait puiser dans un fond commun. Il y a peut-être dans nos façons d'être, nos modes d'être, des agents différenciateurs, individuels. Par exemple, je suis susceptible et vous ne l'êtes pas, je suis en colère et vous êtes calme. Ça, c'est des façons d'être différenciées. Et il y aurait peut-être des modes d'être proches de l'âme, justement, qui valent pour nous tous. Et cette réflexion nous porterait extrêmement loin, je pense, parce que il y a un rapport entre l'individuel et le collectif qui enserre nos sociétés et au quotidien et qui nous interroge sociologiquement, et en fait qui peuvent être éclairés par cette notion d'âme du monde et d'âme collective, puisque nous aurions non pas une fraternité universelle, parce que ça serait un peu trop rebattu comme façon de l'exprimer, mais c'est quand même un petit peu ça. Un terreau commun, une origine, un point de départ commun. Et ça aurait une puissance à la fois sociologique et opératoire extrêmement grande, me semble-t-il. Alors, Marie-Laure Colonna, je me retourne vers vous, puisque le thème de l'âme du monde a l'air de vous parler. Par rapport à ce que disait David Lucas, je me pose la question de dire, mais vous qui êtes le spécialiste, si l'on peut dire, du psychisme et du psychisme de chacun, en quoi ce thème d'âme du monde et d'âme collective, ainsi que le mot a été prononcé, en quoi est-ce que ça peut être opératoire, si l'on peut dire, dans votre propre pratique, pour ne pas dire dans votre propre clinique? Je vais plonger dans ma pratique justement pour vous répondre et je vais vous raconter un rêve qui est le rêve d'une femme qui avait environ 45-50 ans quand elle l'a fait et qui n'était pas à ce moment-là, disons, agie par quoi que ce soit comme type de pathologie. Elle était, disons, normalement problématique et elle en était à un trajet d'individuation déjà quand même relativement avancé. C'est un rêve que je trouve magnifique et vous allez voir qu'il peut déboucher sur des réflexions qui vont jusqu'au problème de Fukushima actuellement. Et donc, cette femme rêve d'abord de 3 petites chattes. 3 petites chattes tricolores, puisque les chattes ont cette particularité d'être tricolores, et des petites chattes de gouttière ordinaires comme on en voit partout. Et elle regarde ces 3 petites chattes et on lui montre une image de la déesse Bastet, la déesse égyptienne de la félinité et de la féminité, et on lui dit que néanmoins, ces 3 petites chattes si ordinaires sont les filles bien-aimées de la déesse Bastet, et qu'elles ont donc, toutes matérielles et privées apparemment d'âme qu'elles ont une dimension sacrée, comme la nature. Et que cette déesse Bastet, ce qu'on lui montre dans le rêve, c'est qu'elle est elle-même la fille de la grande déesse Isis, dont on dit dans le rêve qu'elle règne, comme disait Apulée, à la fois sur le ciel et sur les enfers, puisqu'il y a, comment dire, chez Isis, aussi bien des aspects qui vont la ramener à Proserpine et aux divinités chtoniennes, et bien entendu aussi aux aspects les plus sublimes de l'univers. Et que cette déesse Isis, qui contient, comme en poupée russe, à la fois toutes les déesses et les dieux d'Égypte, et en même temps les 3 petites chattes, elle, au fond, elle régit le cosmos extérieur et intérieur, je dirais, comme Paracels, jusque dans la cellule la plus infinitésimale, jusque dans le domaine quantique des particules, par exemple. Rien n'échappe à cet ordre-là, qui pour moi m'a fait énormément réfléchir, parce que ça introduit l'idée d'un logos du féminin. Et un logos du féminin qui pour moi n'est pas un logos des femmes, mais un logos qui complémente le logos masculin, et dont notre société actuelle a un besoin énorme. Et j'y reviendrai tout à l'heure, évidemment. Mais alors, en même temps, par rapport à cette âme du monde, alors je me retourne vers vous, Edith Lucas, est-ce qu'on peut la comprendre en dehors, si je reviens précisément au texte fondateur de Platon, on voit très bien que c'est un processus cosmogonique qui nous est décrit, la création du monde. Et comme si l'âme, on en avait absolument besoin
pour partir de l'intellect divin, d'une certaine manière, et pour aboutir à la matière. Comme ça, on avait besoin d'un espace intermédiaire dans lequel se manifeste un intellect divin et à partir duquel on puisse penser la matière. Et c'est là où on se demande, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cet espace intermédiaire? Puisque lorsque vous parlez du XVIIe siècle, on voit très bien que c'est le moment où, précisément, on va se passer de l'âme, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on va aboutir à un dualisme strict. Le besoin de cet état intermédiaire, oui et non, ça dépend de l'agent du besoin. Je pense que cet intellect en lui-même n'a besoin d'aucun espace intermédiaire, il n'a besoin de rien, il est suffisant. Par contre, nous qui sommes à la fois matière étendue, psyché et intellect, espérons-le, nous avons besoin de cet intermédiaire et de toute façon il s'impose à nous de fait. Et je pourrais vous répondre en rebondissant sur cette notion de logos féminin qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on pourrait, en caricaturant un petit peu, ça serait matière à empoignade, mais on pourrait peut-être se mettre d'accord sur le fait que le logos masculin serait un logos plus fermé, plus technicien, qui aurait une plus grande emprise sur la puissance, sur la réalisation, alors que le logos féminin tel que vous l'évoquez et tel que je le comprends, ce serait un logos, donc il y a bien une rationalité, un ordre sous-jacent, mais ouvert. Et ouvert justement à cet intermédiaire. Et ce logos féminin, Jung parlait d'éros comme complément féminin du logos d'ailleurs. On pourrait presque dire que c'est un logos plus érotique. Et là, ça nous ramènerait à de la mystique, à l'homme de désir, et puis à tout ce que la mystique a pu transcrire en termes de logos, mais très érotique et très adorateur. Ce logos-là est le réceptacle naturel ou le mode d'expression naturel justement de l'intellect tel qu'il se présentifie et tel qu'il se manifeste à nous. Alors il se manifeste à nous de manière cosmologique ou cosmogonique, comme vous l'évoquiez, par l'intermédiaire psychique et de l'âme du monde. Ça, c'est une tripartition assez connue. Et il se manifeste à nous aussi dans le ressenti, dans l'expérience intérieure. Et effectivement, cette expérience intérieure passe par ce qui est du domaine ou de la juridiction de l'âme, c'est-à-dire des tourments, des souffrances, des extases, des transports. On connaît le statut des larmes aussi dans l'expérience du divin ou de la transcendance. Donc il y a bien là un logos d'un autre ordre que le logos masculin. Et pour le dire tout de go, ce logos féminin et ce logos ouvert manquent cruellement à notre époque, comme vous le soulignez. Et pour ma part, j'y suis tout à fait favorable et friand de cette façon de concevoir la rationalité. Alors, précisément, lorsqu'on parle d'un logos masculin, on sait très bien que traditionnellement, on parle toujours d'un logos spermatikos ou de raison séminale, suivant qu'on se réfère au grec ou au latin. Et logos spermatikos, on entend bien tout de suite ce qu'il y a dedans, spermatique, qui est quand même clairement de l'ordre du masculin. Donc, est-ce que ça voudrait dire que vous voudriez introduire de ce qu'on pourrait appeler, disons, un logos hystérikos? Hystérikos, autrement dit, un logos pas hystérique au sens où nous l'entendons, mais un logos qui a à voir avec sa dimension féminine profonde. Oui, mais ce qui m'a toujours gêné quand Pierre Solier, justement, théorisait si bien sur le logos hystérikos, c'est que l'utérus, pour la femme, n'est pas l'endroit de la jouissance. Ce que les lacaniens, souvent, ont oublié. Et moi, j'aime mieux repartir de catégories plus simples, d'une certaine façon, qui sont le yin et le yang, et dire que ce logos du féminin, il est du côté du yin, comme le logos du masculin du côté du yang, et que ça n'est pas un apanage ni de l'homme ni de la femme. Alors je suis très intéressée quand vous parlez, par exemple, de cette ouverture à la dimension transcendante, mystique, etc. Mais même si au départ on peut parler de ça en termes plus simples, par exemple sociétaux, il me semble que depuis les Lumières, justement, on a privilégié, et parfois à bon droit, un logos du masculin qui a comme caractéristique psychologique de séparer, de différencier, de discriminer, de trancher et d'opposer. Alors que ce logos du féminin dont parle le rêve que je vous citais est un rêve qui fait du lien, met du liant, n'oppose pas mais introduit des complémentarités et d'une certaine façon rétablit la balance entre le yin et le yang. Parce que pour moi l'âme du monde, elle n'est pas spécialement féminine. Évidemment. Ou disons que dans ce féminin-là, il y a du yin et du yang. C'est une balance. On ne peut pas, vous savez, en Chine, on ne peut pas, absolument pas séparer sur un objet de réflexion ou sur un objet tel qu'une table. On ne peut pas séparer le yin du yang. Ce sont juste deux manières de comprendre et de sentir, de percevoir, qui sont indissolublement en train de se générer l'une l'autre.
un peu comme la corruption qui naît de la génération chez les alchimistes. Et donc c'est une discussion intéressante parce que je ne crois pas qu'en fait dans l'âme du monde il faille séparer à ce point-là ces deux logoi. Je crois qu'au contraire, mais comme vous le disiez, notre société a cruellement besoin actuellement de rétablir quelque chose qui peut-être avait son sens, disons qu'après les alchimistes, pour que la science s'érige, ce logos spermatikos, mais aussi prométhéen, avait peut-être des raisons d'être, enfin j'espère, je l'espère. Mais actuellement, ce qui se passe autour de nous, dans les dérives prométhéennes, justement, de notre société et avec ce qu'on voit tous les jours autour de nous, il est absolument urgent d'entendre cette voix de la Grande Mère, je dirais, et de la Mère universelle qui dit « Arrêtons d'être dans une perpétuelle érection et refondons quelque chose qui serait en termes indiens le lingam dans le yoni. » Mais il ne faut pas oublier le yoni. Je crois qu'il est important, on parle du semina verbi ou d'une forme de logos du verbe, le verbe c'est le Christ, classiquement, et alors que le logos fermé masculin dont on parlait c'est tout autre chose, donc je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler. Et peut-être on touche aussi là à une divergence fondamentale, et je l'évoque sur la pointe des pieds, entre la psychanalyse, l'approche psychologique et l'approche philosophique. L'approche philosophique, qu'on le veuille ou non, postule une hiérarchie, un ordre et un ordre hiérarchique ou descendant. Et quand on parle de cette insémination virile, justement, par le logos, on postule une hiérarchie, un support plastique qui serait davantage de l'ordre de l'âme et de la plasticité du monde. Et là, on retrouverait, je pense, notre âme du monde. Cette hiérarchie-là, ou cette dualité, cette tension, n'est pas le point de départ de l'approche analytique telle que je la comprends, ou qui serait, elle, plus proche de la complémentarité du yin et du yang, en effet. Et si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, et toujours dans cette intention de clarifier un petit peu, le logos fermé dont on parlait, ça serait davantage la rationalité fermée du XVIIe siècle, celle que vous évoquiez en commençant, qui a une emprise sur le monde, qui fait, et quand on parlait des événements les plus tragiques du monde actuel, on faisait bien allusion à cette rationalité-là technicienne. Cette rationalité-là, c'est la faculté commune. On tient bien là un universel, ou en tout cas un général, puisque nous sommes tous pourvus de cette rationalité-là, de cette faculté naturelle. Et cette faculté naturelle a le pouvoir de créer un ordre dans le monde, de se confronter aux divers apparents et d'y créer et d'y recréer artificiellement un ordre. D'où les prouesses technologiques que nous pouvons faire. Et la figure du Prométhée a été évoquée à ce niveau-là. En effet, on ne peut pas trop vite se débarrasser de cette prouesse et de cette technicité, puisqu'elle a rendu d'immenses services à l'humanité. Mais mon engouement pour le logos féminin est un petit peu compensatoire, justement. C'est qu'il y a aussi un excès de rationalité masculine. C'est-à-dire que dans son entreprise de maîtrise et de modification du monde, il peut y avoir aussi un déséquilibre. Il y a modification de l'équilibre existant et naturel, donc un déséquilibre, et partant une barbarie. Un exemple très simple, puisque le jeu ici, c'est aussi de ramener tout ce que nous disons à des préoccupations et à nos vies quotidiennes. Quand on envisage l'être humain en situation de travail ou un enfant en situation d'apprentissage, il y a une façon très logos masculin de l'envisager, c'est-à-dire en termes de processus, en termes de mécanismes, en termes de quantité. Et donc on se dit, si on reproduit ces processus logiques, alors on s'assure d'un même effet. C'est la didactique qui règne en maître sur nos modes d'éducation, par exemple. Et on sait pourtant que l'affectif, que l'émotion, que les projections sur le maître, que les ressentis, que l'imaginaire, que la culture, etc., pèsent de tout leur poids sur l'éducation et à plus forte raison sur la culture. Et donc on voit bien dans cet exemple simple que, au-delà de la didactique et puis de la reproduction donc très métrique et très maîtrisée des process, s'invite un logos d'un autre ordre, puisque la culture, les ressentis et les émotions sont, jusqu'à preuve du contraire, partie intégrante de notre culture et donc ont donner une quotité rationnelle. Pour bonne preuve, on arrive à les décrire par écrit et elles font partie de toute notre littérature. Et que je sache, le roman balzacien, c'est bien un catalogue des émotions et des facettes que peut prendre la vie humaine. Alors, de ce point de vue-là, Marie-Laure Colonna, et par rapport à ce que vous disiez, ce qui m'a semblé entendre, c'est qu'on établissait une différence claire entre ce qui est de l'ordre du sexe, c'est-à-dire de la réalité physique, pour ne pas dire physiologique, tout simplement, et l'ordre du féminin. Et on a l'impression que le féminin, vous le concevez psychiquement, et que d'une certaine manière,
suis désolé, mais d'une certaine manière, vous le concevez aussi philosophiquement et dans une articulation entre la psychologie et la philosophie. Oui, d'abord, j'ai une formation philosophique avant d'être analyste. D'autre part, pour moi, j'ai cessé d'être philosophe stricto sensu à la Sorbonne parce que j'ai trouvé que l'analyse m'apportait plus une philosophie en action et une philosophie dans le monde, alors que mes coreligionnaires, tant que j'étais à Paris 4, me semblaient un peu détachés, disons, des réalités substantielles et perceptives du monde. Donc j'ai trouvé dans ces 30 dernières années que l'exercice de l'analyse et la réflexion autour de ma clinique, c'est en ça que je suis jungienne, était une philosophie pour moi incarnée, ce qui donne du sens, si vous voulez, à mon existence. Et par ailleurs, quand je vous cite un rêve comme celui d'Isis, c'est un rêve qui est magnifique sur le plan philosophique. On ne peut pas en disconvenir. Et d'autre part, ce n'est pas tout à fait un rêve qui mettrait le logos du féminin du côté de l'émotion. Je vous entends bien quand vous parlez de ça avec votre bel anima, je dirais en termes jungiens. Mais ce logos du féminin, c'est un logos de raison aussi. C'est la raison du sentiment. Jung citait, disait pour se faire comprendre qu'en français, un juge va dire, ou un juré va dire éventuellement « j'ai le sentiment que ». Et à ce moment-là, il n'est pas emporté pour juger par son émotion, fût-elle dionysiaque ou fût-elle perceptive, transcendantale ou que sais-je. Il a le sentiment, c'est-à-dire la valeur de rationalité qui passe précisément par le mot de valeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. Et là, je rejoins évidemment tout à fait ce que vous étiez en train de dire, mais je pense qu'il faut redonner à ce logos du féminin, ce logos isiaque, cette capacité de structure. Dans le rêve que je vous citais, et je crois à ces grands rêves comme des manifestations justement de l'âme du monde dans la psyché de quelques-uns, et ce sont ce que Jung appelait des grands rêves, ce ne sont pas des rêves qui valent pour la problématique d'un seul, ce sont des rêves qui valent pour la collectivité. Dans ce sens-là, si cette Isis, dont parlait déjà dans ces termes Apulée et Plutarque, gouverne à la fois les mondes célestes, supracélestes, chtoniens et tous les intermédiaires, c'est bien dans une intelligence qui tient compte de toutes les particularités et en même temps du général. Et c'est pour ça que je vous disais que là, le logos, mettons, phallique ou le logos hystéricos, se retrouve. Là, ce discours s'adresse à vous. Qu'en pensez-vous ? Deux choses. D'abord, cette nécessité d'incarner la philosophie, de la transformer en expérience, bien sûr. Je suis en position d'adhésion pure et simple, et Pierre Hadot a bien expliqué, un auteur d'ailleurs dont on parle trop peu, mystérieusement, dont on parle presque pas du tout, a bien expliqué que la philosophie c'était d'abord une manière de vivre. Donc l'immense apport, et c'est ce que disait je pense Henri Corbin, d'après mes souvenirs de Jung, c'est que l'immense avantage de l'approche de la psychologie, c'est d'amener cette donnée existentielle et de la transformer en expérience, ou en tout cas de nous mettre en demeure de ne pas oublier qu'elle a cette vocation finale, expérience. Ben, concrètement, vous avez les mains dans le cambouis tout le temps. Tout à fait. Et c'est le vôtre, c'est pas le cambouis du voisin. Et c'est ce qui s'oppose à la pure spéculation qui, elle, n'implique aucun engagement personnel, aucun engagement vivant. Et une spéculation peut être morte, ça je pense qu'on va être d'accord sur ce point. Après, la façon d'envisager ce logos féminin, en fait, elle pose des questions, j'irais davantage sur la pointe des pieds, surtout sur la rationalité du sentiment, où là je pense qu'il faut faire très attention. Et j'adhérerai totalement sur un des aspects que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a finalement deux aspects de la rationalité. Il y a cet aspect logique de création d'ordre, et il y a un aspect qui est davantage fait de discernement, de justesse, de conscience, de responsabilité. Et si c'est cela que renferme la rationalité féminine, alors oui, elle est aussi indispensable et elle est aussi pleinement rationnelle. Mais ce que je n'arrive pas à percevoir, c'est d'où cette rationalité-là, disons le discernement, qui est finalement le sel de la culture, tient sa nature féminine exactement. Pourquoi cette rationalité-là serait de nature féminine? C'est le lien que je n'arrive pas bien à faire entre le symbole féminin et cette complémentarité large de la rationalité. Si j'entends bien Marie-Laure Colonna, elle vous dit bien que, par exemple, on ne peut pas séparer le masculin du féminin. Et qu'il n'est absolument pas question d'introduire un fossé entre eux. Il n'est absolument pas question de choisir l'un plutôt que l'autre et de dire que l'un ne va jamais sans l'autre, de sa manière. Et par rapport,
je suis désolé, là je me fais un petit peu l'avocat, mais par rapport au sentiment, on voit très bien comment elle renvoie au sentiment en tant que pris comme fonction rationnelle de l'homme. C'est-à-dire que le sentiment, c'est ce qui fait de l'évaluation. Et pour l'évaluation, il faut des comparaisons. Il faut précisément un processus rationnel, même si ce n'est pas le processus rationnel auquel nous avons été habitués depuis 2 ou 3 siècles. Tout à fait. On retrouverait, là je parle sous votre contrôle, mais on retrouverait un petit peu la physique des qualités, une articulation entre qualité et quantité. Mais comme vous le savez très bien, le continu et le discontinu décrivent un même état en fonction de la façon dont on l'exploite et dont on l'explore. Donc je comprends bien cette continuité, mais le fait de le concevoir en discontinuité est aussi très riche d'enseignement. C'est-à-dire que l'articulation féminin-masculin est aussi une tension, et c'est une tension féconde, c'est une tension dialectique. Mais c'est une tension héraclitéenne. Oui. C'est une tension comme cette fameuse image de l'arc qui doit être bandé au maximum pour que la trajectoire de la flèche aille le plus loin possible. C'est l'image aussi de la lyre chez Héraclite. Et ça n'est pas en termes de solution de continuité, c'est en termes de tension féconde entre les opposés. Pour répondre à votre question, j'ai 2 images qui me viennent. L'une, elle est biologique, et je ne fais absolument pas de biologie personnellement, donc je parle sous le contrôle de ceux qui savent mieux que moi, mais il paraît que dès 3 jours, c'est-à-dire sans apport culturel très visible, le cerveau du petit garçon et le cerveau de la petite fille fonctionnent déjà différemment. Alors il paraît que vous, messieurs, vous auriez déjà des capacités spatiales avérées et que nous avons déjà une propension au babillage et à la communication, disons, supérieure à celle des nourrissons masculins. Ça, c'est une chose que, paraît-il, les récents travaux sur le cerveau mettent de mieux en mieux en évidence. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que ce que vous évoquiez, c'est culturel aussi. Je suis allée dans l'Himalaya, par exemple, côté Chine, dans un grand village tribu d'1 million d'habitants qui est régi par le matriarcat. Et j'ai été très intéressée de voir que dans cette culture, c'était les femmes, ce sont des pentes assez douces dans l'Himalaya, mais enfin quand même assez fortes. Et toute la journée, ce sont les femmes qui se coltinent d'énormes brouettes avec des tas de pierres, des tas de bûches, qui construisent les maisons, etc. Ils sont donc assez burinés et musclés. Pendant que ces messieurs, eux, sont à l'ombre toute la journée, babillent entre eux, jouent de la mandoline jusqu'au soir. Et quand il y a la fête du village 1 ou 2 fois par semaine, les femmes sont dans un coin, discutent entre elles, regardent les hommes et se disent « Ah, celui-là, il est pas mal, on pourrait peut-être aller l'inviter à danser ». Donc, inutile de vous dire que c'est évidemment dans un système radicalement différent et opposé du nôtre. Et il y avait un interview journalistique, et la journaliste demandait à ces hommes et à ces femmes, d'abord elle demandait aux hommes, ça vous embête pas comme ça d'être un peu sous l'égide des femmes, d'en dépendre un petit peu et les hommes répondaient, mais regardez les malheureuses qui sont en train de se rider toute la journée au soleil, alors que nous sommes en train de bavarder, de jouer de la mandoline à la maison, on ne voudrait être libérés pour rien au monde. Et j'avais trouvé que c'était extrêmement drôle et plein d'humour de voir cette société qui était capable de nous présenter des valeurs dites en Occident féminines et masculines sous un jour tellement opposé. C'est pour ça que je fais attention, moi, de plutôt parler de valeurs réceptrices ou de valeurs plutôt émettrices et phalliques, par exemple, ou de yin et de yang, pour redonner à l'homme sa capacité d'être pleinement yin, si c'est sa nature, et éventuellement à la femme d'être yang ou solaire, si c'est également sa nature. Je crois que nos catégories féminin-masculin, y compris dans la philosophie depuis 2500 ans, sont extrêmement imprégnées de culture, de structure culturelle. Oui, là, pour le coup, c'est vrai que ça m'interroge très fortement. Mais c'est très, très intéressant et révélateur, le débat qui a lieu en l'instant. C'est qu'on a bien en jeu 2 formes de rationalité, 2 formes de cheminement. Une rationalité qui sépare, une rationalité qui veut créer un ordre pour comprendre, et une rationalité qui intègre, et plus proche, effectivement, de l'expérience et du ressenti. Et ce que l'on est en train de dire dans une dynamique vraiment dialectique, là, intéressante, c'est qu'on ne peut pas tellement trancher et choisir entre les 2. Mais je pense que cette séparation, là où j'aurais une légère résistance, c'est que cette séparation, elle ne peut pas être seulement culturelle, à mon sens.
puisque le culturel, ce serait une influence venue de l'extérieur. Et je pense que la séparation, qui est aussi une forme de discernement, c'est une façon de créer un éclairci. Et en cette matière-là, il y a deux excès à fuir et à éviter, et je pense qu'on sera d'accord sur ce point. C'est l'excès de rationalité donc séparative, et puis de contrôle métrique, etc. Et puis l'excès d'intégration, où ce que je veux dire par là, c'est que la coïncidence des opposés, ou l'harmonie dans l'attention est le fruit d'un effort et d'un cheminement, elle n'est pas un donné d'emblée, me semble-t-il. Et ce cheminement se sert comme moyen nécessaire justement des distinctions, de la séparation et de ce discernement. Le discernement est un petit peu comme le radeau qui sert à traverser jusqu'à cette coïncidation des opposés ou cette réintégration finale. Mais on ne peut pas s'en prévaloir avant d'avoir fait justement usage de cette séparation, de ce discernement, de cette dissection. Et on retrouve finalement la dialectique féconde entre ces deux façons de concevoir la réalité et ces deux ordres de cheminement. Et là, je vous l'accorde, qui sont tous les deux des cheminements philosophiques. Mais alors, précisément, lorsqu'on parle de conjonction des opposés, bon, évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux travaux de quelqu'un comme Nicolas de Cuse, c'est-à-dire comme ce qui est au-delà de tout, d'une certaine manière, se manifeste à nous, à la fois dans le haut et dans le bas, dans la lumière, dans l'ombre, etc. Mais qui dit conjonction des opposés dit que l'on a différencié et que l'on tient à la différenciation, et qu'en même temps, la différence ne nous fait pas oublier qu'il y a une unité fondamentale. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on tient les deux logos, et que là, l'âme s'épanouit pleinement, d'une certaine manière. Mais déjà, je vais vous dire sur le plan psychologique, et Michel, vous le savez bien, c'est qu'on ne va pas partir d'une conjonction d'opposés dans le départ de l'existence, on va partir d'un mélange des opposés. Et c'est bien le problème, parce qu'en général, tous les conflits qui nous agitent dans l'existence, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, dans les combats, complications, scènes de ménage, difficultés professionnelles, etc., etc., on pourrait dire qu'au fond, toutes ces frictions apparemment de surface ont pour but de nous faire pénétrer de plus en plus profond dans quelque chose qui touche aux racines du psychisme, que Jung appellerait les archétypes, si vous voulez, et qui font que de proche en proche, on va passer de ces mélanges d'opposés dont témoignent bien les premières figures occidentales mythologiques, par exemple, où les grandes déesses ont des humeurs sauvages, où Ishtar est à la fois une déesse de l'amour et de la guerre, où en général une mère divine ou un père divin comme Cronos, à peine après avoir engendré des enfants, va se mettre à les croquer par peur d'avoir une succession, etc., etc. Et toutes ces manifestations mythologiques sont en réalité des illustrations de ce que sont les décours douloureux de la conscience pour arriver progressivement à ce qui est justement conjonction d'opposés. Et c'est là que je reprendrai l'image d'Héraclite, pour que nous puissions être celui qui peut tendre son arc pour lancer la flèche, dans une tension justement féconde et dans un jeu, disons, yin-yang entre les opposés. Mais pour arriver à ça, et j'en parle encore moi-même d'une manière évidemment théorique, je suis loin de dire que je suis arrivée à cet endroit-là, mais sur le plan de la pensée, je peux imaginer ça comme un but pour l'âme du monde. Et en plus, je pense que cette âme du monde, pour y revenir, on ne l'aperçoit qu'à partir du moment où on est à cet endroit-là. Il y a un hexagramme du I Ching que j'aime énormément, qui est l'hexagramme 48, qui s'appelle le puits, dans lequel on montre bien que si on veut atteindre la psyché objective, comme disait Jung, l'eau de la source universelle qui inspire tout être et qui est, comme le disaient les Chinois, enfin comme le disent toujours les taoïstes, l'esprit originel de la nature, il faut d'abord creuser le puits, le moi réel, pas le moi égotique, il faut maçonner les parois du puits, il faut que l'eau puisse se purifier des limons, c'est-à-dire de tous les complexes qui nous animent en général. Il faut ensuite descendre le seau, et il ne faut pas en dernier lieu que la corde se brise. Parce qu'à la dernière minute, si en plus la corde se brise, on a tout perdu. Et donc il y a toute cette espèce de construction, de structuration d'un moi, d'une personnalité solide, équilibrée, posée, pour avoir accès, en fin de compte, à cette source inspiratrice qu'est l'âme du monde. Mais alors, c'est la question qu'on peut se poser, David Lucas. Pourquoi à nouveau parler de l'âme ? Et on sait très bien que
dans le cours du XXe siècle, dès qu'on prononçait le mot d'âme, on considérait qu'il y avait une espèce de régression historique, si on peut dire, ou de régression philosophique. Et dire l'âme, c'est justement dire qu'il y a quelque chose qui dépasse notre pure constitution physique et physiologique, et que nous sommes ouverts à quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de cette manière. Donc pourquoi, on va dire, revenir à ce concept d'âme? D'abord, comme vous le savez, ce concept n'a jamais cessé d'exister et d'habiter les philosophes et l'avancée de la culture et de la connaissance. Il est partie intégrante vraiment de notre société, de notre civilisation. Et on pourrait refaire une rapide rétrospective de l'histoire des idées, l'histoire des sciences. On verrait que l'âme est omniprésente et qu'elle a essayé d'être étouffée, mais qu'elle s'est sans cesse réimposée. Et elle se réimpose, pour reprendre cette image passionnante du puits, elle se réimpose par nature parce qu'elle est là. En fait, il y a comme un paradoxe à notre époque, me semble-t-il, où l'âme est omniprésente, puisqu'on est dans une forme de sensation d'épanouissement spontané de l'âme, en tout cas dans certains de ses aspects. Le but de la vie aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, et donc ça convoque très très vite l'âme. C'est pas du tout une vie purement rationnelle au sens où l'entendaient les philosophes. Et en même temps, on se comporte ou on pense un petit peu comme si l'âme n'existait pas, c'est ce que vous disiez. Elle est un petit peu révoquée en doute, pour reprendre l'expression d'un penseur célèbre qui a largement participé à cette éclipse. On comprend le monde, ou on le décortique, on le décrit comme si il n'était fait que de matière inerte, et notamment l'homme. L'homme et nos contemporains, puisque on évoque des sujets très intéressants, mais on n'en garde pas moins les pieds sur terre. Nos contemporains au travail ou en société, etc., sont conçus comme n'ayant pas d'âme, comme de la matière inerte. C'est-à-dire, vous allez aller à tel endroit, accomplir telle tâche, en échange vous aurez tel salaire, etc. Et c'est compte non tenu de leur humanité, compte non tenu finalement de cette âme du monde. Puisque je ne crois pas trop me tromper en disant que la façon dont on conçoit et on programme le monde au poste décisionnaire, c'est une façon totalement désanimée. Il n'est pas bien sûr que l'économie, qui pèse d'un poids réel sur nos destins, est une âme. L'économie, c'est aussi une quantité, c'est aussi des impératifs de production, etc. Et le poids et l'importance que ce domaine-là a sur nos vies nous oblige à l'évoquer. Et c'est finalement une constante négation de l'âme du monde, cette vie contemporaine et cette façon de la concevoir. Donc il y a ce paradoxe, comme si on gardait une partie de l'âme du monde dans son aspect primaire et un petit peu spontané et sauvage, et comme si dans la culture et dans nos façons de nous élever à la pensée, on faisait comme si elle n'existait pas. Mais alors, curieusement, là je pense à un dialogue absolument pathétique, si l'on peut dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre Schrödinger, l'un des grands physiciens du XXe siècle, qui a aidé à la fondation de la physique quantique, et Jung précisément, dans laquelle Schrödinger avait fait un exposé. Jung lui dit « Et l'âme dans tout ça ?» Je n'ai pas entendu parler d'âme. Et Schrödinger lui répond « Oui, mais la science a mis l'âme de côté au départ, donc vous ne pouvez pas m'entendre parler d'âme, puisque la science n'est pas faite pour parler d'âme, elle n'a pu se construire qu'à condition de ne pas tenir compte de l'âme. » Et est-ce que nous ne sommes pas un petit peu dans cette problématique aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on nous dit « la science démontre que l'âme n'existe pas », alors que Schrödinger répondait « la science n'a jamais démontré que l'âme n'existait pas, simplement elle a fait l'hypothèse que pour pouvoir se construire, elle a fait qu'elle ne se manifestait pas. Donc on ne tient pas compte de ces manifestations. » Est-ce que nous ne sommes pas, je dirais, un peu piégés de cette situation aujourd'hui? Oui, tout à fait. Piégés, mais il y a un éternel retour du refoulé. Comme vous le savez, l'âme habite la science physique et la recherche physique depuis, si on se rappelle du concept de force, à quel point le concept de force, qui est un concept un petit peu subtil, a habité la recherche, à quel point l'attractio mundi, justement, de Newton est étrangement proche de l'anima mundi, justement. On se rappelle de Leibniz et ses formes substantielles, etc. Donc l'âme est bien là. Ensuite, c'est très intéressant, on retrouve finalement les deux façons de concevoir la rationalité. Il y a une rationalité purement quantitative et métrique. Elle mérite ce nom de rationalité qui n'inclut pas l'âme. Et il y a une rationalité ouverte qui l'inclut. Ça rejoint tout à fait précisément les deux façons d'être platonicien à la Renaissance. On peut être platonicien et pythagoricien à la Renaissance à la mode de Galilée, c'est-à-dire en quantité. Et puis on peut être platonicien comme Kepler, on peut être platonicien comme Robert Fludd, c'est-à-dire la mathésis comme rapport d'expression à autre chose.
comme principe d'explication d'un ordre, mais ouvert, justement. Donc on retrouve ce clos et cet ouvert, sans vouloir insister sur les césures et les discontinuités, mais il y a bien cette discontinuité-là qui travaille, cette tension, pardon, qui travaille la recherche, qui travaille l'avancée, et je pense aussi qu'il était présent dans l'interaction que vous évoquiez entre Schrödinger et Jung. Oui, mais justement, lorsque vous faites allusion à quelqu'un comme Kepler ou quelqu'un comme Newton, on se rappelle très bien que le coup de génie, si on peut dire, de Kepler, ça a été de partir de la notion d'âme motrice, d'âme de planète, et en disant, vers la fin de sa vie, dans une note à ses travaux, dans laquelle il dit, et au fond, au lieu de parler d'âme, je pourrais aussi bien parler de force. Et on s'aperçoit que la notion de force, en fait, est enracinée dans la notion d'âme, effectivement. Et lorsque vous parlez de Newton, on voit très bien à travers tous ces travaux que la notion de gravitation universelle vient clairement de la pratique de l'alchimie chez Newton. C'est-à-dire, effectivement, de la manière dont il explore ce qui est de l'ordre de l'âme du monde en tant que telle. Mais cette âme du monde, on peut se poser la question, si on revient là aussi au texte fondateur, bien après Platon, à quelqu'un comme Plotin, on voit que l'âme du monde, c'est l'idée qu'il y a un agent primordial, qu'on ne peut d'ailleurs pas définir, puisque Plotin parle d'une unité fondamentale, et il dit, si on veut penser cette unité, il reprend d'ailleurs beaucoup les leçons de la seconde hypothèse du dialogue du Parménide de Platon, si je me rappelle bien, en disant, si on veut penser l'un, on est obligé de penser un nain d'avant l'un, un nain barré, un nain absent, si l'on peut dire, et où il y a une espèce d'émanation, de manifestation, si on peut dire, de ce principe premier, qui va donner le monde par, vraiment, alors là, du coup, je me permets de reprendre le terme, par cet espace intermédiaire que serait une âme du monde en tant que telle. Et c'est la question qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que la science n'a pas pris, lorsque la science prétend que l'âme n'existe pas, est-ce que d'une certaine façon, elle ne prend pas à rebrousse-poil sa propre histoire, d'une certaine manière, la manière dont elle s'est constituée, et est-ce qu'on peut penser véritablement un monde qui n'aurait pas d'âme? Mais là, redit en termes, là aussi, philosophiques. On peut le penser, la preuve, certains l'ont fait. Est-ce que c'est recommandable? Est-ce que c'est... En fait, on tourne autour de cette rupture, je pense, des années 1620, cette rupture justement d'une nouvelle façon de concevoir la vérité, d'une nouvelle façon d'avoir un sentiment du monde, avec ou sans âme. Et en fait, c'est le statut des mathématiques qui est en jeu. Les mathématiques, d'un certain côté, s'opposent à l'existence d'une âme et de l'autre côté la convoquent, comme vous le savez. L'école de Copenhague, par exemple, qui en connaît un rayon en matière de mathématiques, ne s'oppose pas du tout à l'existence d'une âme, au contraire. Et on se rappelle des travaux de Holton, par exemple, d'excellents travaux sur le principe de complémentarité de Niels Bohr et à quel point, justement, on reprend le yin et le yang, justement, à quel point il y a un soubassement animique et toute cette réflexion et ces questions qu'on évoque travaillent, justement, ce que l'on peut appeler la science la plus à la pointe. Donc, la possibilité de penser un monde sans âme, elle est réelle. Je pense qu'on n'est pas loin d'habiter un tel monde, puisque je ne parle pas de la moindre paperasse administrative, qui est le cas d'école et le cas le plus caricatural, mais on a souvent l'impression que notre monde manque d'âme ou d'humanité, ce qui est un petit peu la même chose. Mais là, je voudrais vous répondre sur le plan psychologique, parce qu'il y a une réflexion qui me vient quand je vous entends, et on parlait de ça récemment, vous et moi, à la suite d'un colloque, c'est que beaucoup de philosophes actuellement nient, des philosophes, je veux dire, à la mode et très médiatisés, nient cette idée d'âme comme quelque chose qui serait, d'une certaine façon, trop belle pour être vrai aussi. Il y a une espèce de sentiment comme ça, de désenchantement. Et en même temps, ce qui se passe, quand on n'a pas le sens de la transcendance, puisque ces philosophes reconnaissent à la limite une âme ponctuelle, comme vous le disiez au début, quelque chose de l'ordre de l'émotion, du charme. Mais si on manque de ce rapport à la transcendance, et si on ne voit pas que l'immanence et la transcendance, comme le diraient les Chinois, sont indissolublement liés, ce que nous disions dans cette discussion, c'était qu'au fond, vous allez vous retrouver à ce moment-là avec un ego de plus en plus inflationné, de plus en plus gonflé. Vous êtes comme la grenouille qui finalement va exploser en voulant se prendre pour le bœuf, parce qu'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'altérité dans le rapport intérieur, il n'y a pas de lien avec l'âme, et vous n'êtes donc pas subordonné comme dans le rêve
que je citais, il n'y a pas autre chose que votre charmante petite personne, ou alors tout est projeté dans la valeur du monde externe, et ça va devenir une donnée qui va tout écraser, et il y a quelque chose qui manque complètement d'un espace intérieur où habite justement l'âme en tant qu'elle porte les valeurs d'intimité, de sentiment, comme je le disais tout à l'heure, là je vous rejoins, de dimensions, appelons-la mystique, tout cet ailleurs de l'ego qui fait que l'au-delà, qu'il soit après la mort, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est bien dans la vie, dans un éros qui se passe à l'intérieur de ce dialogue entre l'âme et vous. Et je crois que quand on en est dépourvu, et je suis d'accord avec vous que notre société en est très largement dépourvue, on assiste à ces personnalités très, comment dire, très honnêtes. Mais alors, pour rebondir en partie sur ce que disait Marie-Laure Colonna, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que la notion de l'âme n'a pas de sens aussi uniquement dans le fait que l'on reconnaisse qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une transcendance, c'est-à-dire à la limite d'une altérité radicale. Et lorsque je dis altérité radicale, on est à nouveau en conjonction des opposés, puisqu'on est obligé de dire une altérité radicale qui en même temps est au plus profond de nous. D'ailleurs, on n'est pas très loin de ce qui est déclaré, si je me rappelle bien, dans le livre de la Genèse, dans lequel l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu, lorsqu'on prend les textes hébreux, on s'aperçoit que ça ne veut pas dire simplement reflet de Dieu, mais d'une certaine manière qu'il le porte en lui, tout en reconnaissant que le Dieu est... Enfin, le Dieu, ce sont les termes de notre culture. On peut l'appeler le principe, on peut l'appeler la réalité ultime, etc. Je dirais, à la limite, quelle importance du point de vue philosophique. Mais de dire il y a une altérité qui est fondatrice d'une certaine manière, qui est notre horizon en même temps, et que pourtant nous portons au plus profond de notre cœur. Oui, c'est le statut de l'intériorité, le rapport à l'intériorité. Le néo-kantien de Marbourg, Rodolphe Otto, parlait de tout autre, de cette espèce de sentiment de décalage. Et c'est bien le rapport à l'intériorité qui est en jeu, un rapport d'ailleurs semblable à celui que décrit la psychanalyse ou la psychologie. À partir du moment où je suis seul dans la maison, justement, il y a cette espèce d'enflure, d'inflation qui est inévitable et qui a pour effet non seulement de désanimer et déshumaniser le monde, et en même temps de séparer les individus les uns des autres, ce qui est presque synonyme si on y réfléchit. Et après, tout ce que l'on se dit me fait penser à certains textes soufis où il s'agit de nier l'âme, où il s'agit, comme vous le savez, de traiter l'âme comme une traînée, si je reprends les termes de ces mystiques-là, et qui est un paradoxe, parce qu'il y a une négation de l'âme, mais qui elle-même s'appuie sur un tout autre. Donc vous avez raison, la question de fond, c'est suis-je seul dans mon logos fermé et l'emprise que ce logos me permet d'avoir sur les autres et sur le monde est la preuve suffisante de sa puissance et de sa vérité, ou bien suis-je en présence d'un tout autre, et ce qui est révélé par mon rapport à la nature, par exemple, ou à l'altérité. Et là, on a un choix fondamental, une divergence fondamentale qui est un petit peu celle de la tradition et de la modernité, puisque on est un petit peu formé et incité au chacun pour soi à s'en sortir, à mettre toutes les chances de son côté et à se désintéresser un petit peu du devenir global en général, si l'on revient justement à la dimension générale de l'âme du monde. Il n'y a plus cette responsabilité vis-à-vis du général et du monde. Cette responsabilité est un petit peu tombée en même temps que ce sentiment d'un tout autre, puisque ce tout autre, finalement, pour faire le lien entre toutes ces propositions, serait supra-individuel, disons qu'il serait un fond commun, pour bonne preuve la nature, par exemple. Et cette responsabilité qui est maintenant convoquée un petit peu tard vis-à-vis des générations futures et mise en renfort de l'écologie, est très révélatrice de ce point de vue. C'est-à-dire, dans ma rationalité, il y a une intelligence, de la technicité, il y a aussi du discernement et de la responsabilité, mais attention, il y a un fond commun, à minima, qui est la nature, qui est le monde réel, qui lui implique une responsabilité collective. Et finalement, l'écologie, c'est le premier pas du rappel à l'âme du monde. C'est le rappel à la maison, étant donné son étymologie. Oikos. L'économie partage la même étymologie et pourtant on fait un traitement tout différent. Ça changera peut-être. Oui, on peut l'espérer. Mais alors, on peut se poser la question, parce que là aussi, j'en reviens à mes textes fondateurs, c'est-à-dire à Plotin.
C'est-à-dire que le monde serait comme la manifestation de ce principe premier. Mais en même temps, est-ce que habiter l'âme du monde ne veut pas dire qu'on serait en relation avec ce qui est notre principe, c'est-à-dire ce qui est notre condition de possibilité, de cette manière, ce qui nous échappe de partout. Donc on se pose la question, comment assumer ce qui pourtant nous échappe? Oui, cette référence à Plotin, je n'ai pas insisté, mais bien sûr, personnellement, cette vision me parle énormément. L'âme du monde et le monde comme manifestation d'un principe premier. Et c'est vrai que le concept de centre est central justement chez Plotin. Il y a le centre et la périphérie. Savoir où on va placer l'âme du monde entre le centre et la périphérie, c'est une question compliquée. Est-ce que l'âme du monde est le centre? C'est matière à débat aussi, c'est pas si sûr. L'âme du monde peut être le média et le moyen par lequel ce centre se répand en périphérie, et pas forcément le centre, vous l'évoquiez. Il y a un apophatisme derrière tout ça. Il y a le centre qui est visible au-delà des centres visibles, en quelque sorte. Et c'est un petit peu le symbole dont j'ai oublié l'origine, mais où le point central, finalement, si on se rapproche, redevient à son tour un disque. Et si on se rapproche, ce disque a encore un centre qui revient un disque, etc. Donc c'est une espèce d'infiniment petit symbolique. Ce centre primordial se répand, il se manifeste à nous. Et donc pour répondre à la question, notre comportement et notre attitude vis-à-vis de ce centre implique trop complètement la dévotion, l'intime conviction et le cheminement personnel pour qu'on puisse le programmer comme ça de manière collective, me semble-t-il. Et là, je rejoindrai un petit peu la psychologie, c'est vraiment du cas par cas et du cheminement, j'ai envie de dire, artisanal. Et j'emploie ce mot à dessein puisque la démarche artisanale s'oppose à la démarche industrielle qui, elle, vraiment est le fruit et le triomphe d'une rationalité fermée, justement, et d'une rationalité sans âme. Mais alors, la question qu'on peut se poser, Marie-Laure Colonna, c'est lorsqu'on parle de l'âme du monde, et en psychologie jungienne, dont vous êtes spécialiste, on sait très bien que Jung a fini par écrire, en 1952, si je me rappelle bien, que le nom d'inconscient dont il se sert, ce n'était que le nom qu'il donnait, selon le vocabulaire psychologique moderne, à l'âme du monde des anciens. Il l'a écrit noir sur blanc. Se pose la question, dans cette âme du monde, quel est le rapport de nos âmes particulières à cette âme générale, puisque là aussi, lorsqu'on lit Jung, il a une réponse d'une désinvolture absolument extraordinaire en disant « Plotin en a traité dans sa 4e Énéade, je n'ai rien à ajouter ». De cette manière. Alors, lorsqu'on se rapporte à Plotin, c'est le fameux traité 31 de Plotin sur l'âme générale, sur l'âme collective et sur les âmes individuelles, de dire finalement les âmes s'individuent d'une certaine manière, mais en même temps une âme qui est totalement assumée, qui est totalement individuée, c'est l'âme du monde complète. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'identité, je dirais presque holographique, pour parler comme aujourd'hui, entre les âmes individuelles et l'âme collective. Et comment est-ce que vous vivez cela? Mais déjà, il y a un point que vous soulevez qui me paraît extrêmement important, parce qu'effectivement, au départ, Jung, pendant longtemps, parlera d'inconscient collectif, ce qui l'amène à un moment à une contradiction totale, parce que comme il s'intéresse beaucoup aux textes extrême-orientaux, il en arrive à dire que l'esprit originaire de l'extrême-orient est à la fois l'inconscient collectif. Alors un esprit qui est inconscient tout en étant conscient, etc., il y a un moment où il s'en mêle, je dirais, les pinceaux, un petit peu. Et la solution, elle est terminologique. Il y a un moment où il change de terminologie, et c'est surtout Marie-Louise von Franz ensuite qui va reprendre ça, y compris dans les travaux qu'elle fait autour de la physique et des liens entre matière et psyché. Et au fond, elle dit, à partir de ce moment-là, la psyché objective. Psyché et anima étant exactement la même chose en latin et en grec, on en revient à ce moment-là à quelque chose qui, comme je vous le disais avec mon image du puits, peut être atteint, mais n'est pas donné d'une façon naïve, peut être atteint à travers un long travail de discrimination, que ce soit du philosophe, que ce soit de l'adepte, de différentes sagesses, etc. Ça, c'est une évidence. Alors, dans un second temps, pour répondre à ce que vous me disiez, il y a un très, très beau symbole, je trouve, occidental, qui est le symbole de la communion des saints. Qu'on le prenne sur un plan chrétien ou qu'on le prenne, disons, sur un plan archétypique, ce que je fais le plus, c'est l'image que dans la sainteté d'un homme ou d'une femme quelconque, il y a toute l'âme du monde qui a été incarnée, et en même temps, il y a circulation, je dirais, permanente entre tous les êtres qui sont arrivés à ce degré de conscience ou de profondeur, puisque, bien entendu, il ne s'agit pas uniquement d'élévation.
Et à partir du moment, disait Jung, où suffisamment d'êtres sont arrivés à ce stade-là de conjonction des opposés, alors une collectivité peut muter. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire l'imago Dei, le symbole de Dieu, dont Nietzsche disait qu'il était mort, peut renaître sous une nouvelle forme, et alors une société entière va passer à un autre niveau de culture, d'essor, de science, etc. Et ça a joué, on le voit très bien si on regarde en arrière sur 5000 ans, la pensée quand même, me semble-t-il, a fait des avancées, la sagesse peut-être moins, mais je crois assez à ça, parce que je le vois sur le plan clinique. C'est-à-dire que des gens qui sont extrêmement troublés, et qui viennent de familles et de milieux sociaux conflictuels, violents, pathologiques, après un certain nombre d'années de cheminement intérieur et d'apaisement, on s'aperçoit souvent que, comme par magie, quelque chose s'apaise autour d'eux. Des solutions se font. Et on peut donner deux images à ça, aussi bien l'image poétique du cristal que l'image plus culinaire de la mayonnaise. C'est qu'il y a un moment où dans une société, dans un groupe, quelque chose prend. J'irais même jusqu'à dire probablement dans une entreprise, si vous avez assez d'êtres participants à ce groupe qui ont atteint cette source dont je parlais tout à l'heure, alors tout bouge en même temps. Les niveaux d'information bougent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, il y a quelque chose qui se débloque. En effet.